Bonjour et bienvenue dans le podcast de Parents Voyageurs. Je suis Floriane et je suis passionnée de voyages, de rencontres et de découvertes. Dans ce podcast, je donne la parole à des familles de voyageurs. Qu'elles soient expatriées, nomades, tour du mondistes ou simples touristes, nous explorons ensemble les différentes facettes du voyage en famille. Le podcast de Parents Voyageurs est disponible partout, sur notre blog bien sûr, sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la web radio Allô la planète. Détendez-vous, embarquement immédiat pour un nouvel épisode. Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper heureuse comme d'habitude de vous retrouver avec un nouvel épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Elsa au micro de Parents Voyageurs. Elsa, vous la connaissez peut-être, elle partage ses voyages sur Instagram sous le nom de Twins World Trip. Et j'avais donc suivi avec un grand intérêt leur tour du monde sur l'année 2022-2023. Ça fait un petit peu moins d'un an qu'ils sont rentrés. Et si j'ai voulu interviewer Elsa aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet bien particulier, qui est le séjour chez l'habitant, en famille donc. Elsa et Fabrice sont deux enfants, et pendant leur tour du monde, ils ont fait plusieurs expériences en immersion dans des familles. Et donc voilà, j'ai posé tout un tas de questions à Elsa pour savoir comment ça s'organise, les avantages un peu, les inconvénients, est-ce qu'il y avait des fois où c'était un peu raté, les expériences qu'ils ont pu vivre chez les gens, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher. Un épisode qui j'espère va vous faire voyager et va vous donner des réponses si comme moi vous vouliez savoir un peu comment tout ça s'organise. Je n'en dis pas plus et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Elsa. Bonjour Floriane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait un petit moment que je pense à toi. J'avais suivi votre tour du monde sur Instagram. On va en parler évidemment. Et donc on va parler d'un sujet bien précis aujourd'hui, qui est le voyage chez l'habitant, que vous avez un peu expérimenté du coup pendant votre très long voyage. Donc voilà, ça faisait longtemps que je pensais à toi. Je suis vraiment contente qu'on puisse enregistrer ensemble aujourd'hui. Donc bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, toi et ta petite famille? Oui, alors moi c'est Elsa, donc je suis mariée à Fabrice et ensemble nous avons eu Marius et Soline, donc des jumeaux qui ont maintenant 8 ans et nous revenons d'un long voyage en famille d'1 an autour du monde. Donc nous sommes partis à l'été 2022 et rentrés en juillet 2023, donc avec nos jumeaux qui avaient 6 ans à l'époque. Ouais, donc ils étaient encore assez petits, l'air de rien. Oui, oui. Alors c'est une petite question là qui n'a pas de rapport avec le sujet, et elle me vient à l'esprit. Est-ce que ça change quelque chose, tu penses, de voyager avec des jumeaux, peut-être quand ils sont plus petits qu'avec oui, alors à 6 ans, je pense que voyager avec des jumeaux de 6 ans ou avec 2 enfants d'âge différents, je dirais pas que ça change quelque chose. Je pense que ça a changé des choses au moment où ils étaient petits, en fait, quand il fallait une poussée double, 2 lits parapluies, 2 porte-bébés. Quand ils marchaient pas, évidemment, ça changeait beaucoup de choses en termes de matériel. Mais à 6 ans, je pense qu'il y a pas de différence avec des enfants de 8 et 4 ans, par exemple. Ouais. Ok. Bon, comme je disais, c'était pas le sujet, mais ça m'a traversé l'esprit juste quand tu as dit que tu avais des jumeaux, même si je le savais déjà, mais... donc en fait, je voulais t'interviewer parce que pendant votre tour du monde, vous avez plusieurs fois séjourné chez l'habitant. Oui. Et c'est un sujet qui m'interpelle un petit peu parce qu'en famille, c'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. Donc, je voudrais déjà savoir un petit peu, poser un peu le contexte. Comment vous est venue cette idée de séjourner chez l'habitant pendant votre voyage? L'idée de ce voyage, c'était évidemment de découvrir différents pays, différentes cultures. Et quand on s'est demandé comment on allait faire, où est-ce qu'on allait loger, etc., on s'est dit que quand même le meilleur moyen d'être immergé dans une culture, c'est de vivre au sein d'une famille. Donc on s'est dit que l'idée, ce serait quand même de faire au maximum des logements chez l'habitant, ou en tout cas le plus possible pour s'immerger dans la culture, la vie locale, montrer aux enfants aussi, parce que je trouve que c'est quand même différent de passer une semaine dans une famille au fin fond de l'Inde et d'être dans un hôtel pendant une semaine. C'est quand même pas tout à fait la même expérience ni la même aventure. Et c'est vraiment ce qu'on recherchait à ce moment-là de cette année, en tout cas. C'était pas des vacances, c'est l'aventure, c'est vraiment profiter pleinement et découvrir tout de A à Z d'un pays. Et je trouve qu'il y a rien de mieux que d'être dans une famille pour le découvrir. Ouais, c'est sûr. Vous aviez déjà séjourné chez l'habitant avant le tour du monde?
Non, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de faire en couple d'abord et ensuite avec nos enfants. On partait en général comme tout le monde, 2 semaines. Enfin, on partait pas sur des longues périodes, donc on avait un budget vacances. Et ça aussi, c'est un vrai sujet en fait, le budget. Ouais. On pouvait pas se permettre de partir 1 an à l'hôtel, c'était pas possible. Ou alors, c'est pas possible en tout cas pour nous. Ou alors il aurait fallu beaucoup plus de budget. Et quand on partait en vacances, forcément on avait le budget vacances, donc on avait la possibilité d'être confortablement installé à l'hôtel et on s'était jamais posé la question d'aller dans une famille. En fait, ça nous était pas venu à l'idée pour des vacances un peu classiques et encore moins avec 2 bébés quand ils étaient petits, etc. Oui, c'est sûr que c'est aussi une de mes questions en fait, comment ça se passe quand t'arrives à 4, mais peut-être que on verra ça un tout petit peu plus tard. Mais oui, j'imagine que t'envisages ça moins quand tu as 2 bébés. Débarquer chez des inconnus. Bien sûr. C'est un peu... Déjà, quand tu débarques chez des amis avec 2 bébés pour la soirée, c'est pas un déménagement. Donc, débarquer avec nos 2 bébés sous le bras dans une famille, dans une maison peut-être pas forcément adaptée, etc., on se l'était même pas imaginé. Ouais, oui, ça m'étonne pas. C'est logique, finalement. Du coup, pendant votre tour du monde, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que vous avez pu réaliser ces expériences d'immersion et voilà, dans quelles circonstances, comment ça s'est fait? Alors, on l'a fait dans plusieurs pays, alors pas dans tous, parce qu'il y a des pays où ça s'y prêtait pas. Je trouve que les États-Unis, par exemple, c'est moins facile. Alors, on l'a fait, j'y reviendrai après, et c'était pas du tout la même expérience que dans les pays d'Asie ou d'Amérique du Sud, d'ailleurs. On l'a fait en Inde, on l'a fait, alors au Népal, je dirais pas que c'est, au Népal, on a vécu, donc avec la population, mais pas dans une famille. On a passé 1 semaine dans un orphelinat et quelques jours dans un monastère bouddhiste, donc avec les moines, en immersion chez les moines. Donc, c'était un peu différent d'une famille. Mais c'était aussi une immersion différente, mais qui nous a aussi beaucoup marqué. Ouais, j'imagine, parce que c'est quand même une immersion finalement très forte dans la culture du pays, quoi. Ah oui. Et puis on était dans un orphelinat, donc clairement c'est marquant dans le sens où on se rend compte qu'en fait on a tout, a tout, et que ça remet un peu les idées en place. Et pareil, c'était un peu par hasard, on s'est retrouvés dans ce monastère avec que des moines qui passent leur vie à prier, et c'est un monde complètement différent. On n'est plus là dans la famille, le foyer, etc. C'est encore autre chose. C'était une autre façon d'être immergé dans la culture. C'était pas en famille, mais c'était aussi très sympa. On l'a fait en Thaïlande, on l'a fait en Argentine, on l'a fait en Bolivie, au Pérou et aux États-Unis. Donc quand même dans des pays très différents, des cultures très différentes, des niveaux de vie aussi très différents. Exactement. Alors, comment, moi c'est vraiment une de mes questions phares, et il y a peut-être plusieurs réponses même certainement. Comment ça s'organise? Est-ce que vous aviez déjà trouvé ces hébergements à l'avance? Et du coup, comment tu fais pour trouver ces gens qui t'accueillent? Est-ce que c'est toujours par le bouche à oreille au dernier moment? Comment ça se passe? Alors, nous on est partis, on avait que nos 3 premières nuits de réservées, donc on n'avait rien prévu pour la suite du voyage. Ça a été d'ailleurs un peu un défi pour nous parce qu'on est plutôt très organisés, etc. Et donc de partir avec seulement 3 nuits de réservées, fallait un peu lâcher prise. Mais on s'est dit que de toute façon cette aventure c'était un énorme lâcher prise, donc on est parti avec nos 3 nuits de réservées dans une auberge un peu classique. Et sur place, en fait, avec le bouche à oreille, en demandant si... pour l'Inde, par exemple, on a demandé à un chauffeur de taxi s'il connaissait pas une famille qui serait OK pour nous accueillir, évidemment, contre rémunération, parce que ça s'est jamais fait sans rémunération. Hein. Et donc, il passe un coup de fil. Il nous dit, OK, dans 3 jours... je viens vous chercher donc à la fin de votre séjour à l'auberge dans laquelle vous êtes, et je vous emmène sur une petite île. Vous allez voir, c'est super. Bon, ok. Et donc là, on se dit on a nos 2 enfants, on sait pas où on va, mais bon, il faut le tenter parce que sinon on saura jamais. Non. C'était au bout des 3 premiers jours? Alors on avait passé les 3 premiers jours dans cet hôtel, et d'ailleurs on lui a dit pas dans 3 jours parce qu'on avait encore de la visite à faire, mais il est revenu au jour où on lui avait demandé en fait. Et d'accord. Et on s'est dit, mais ça se trouve, le gars, il reviendra jamais. Et en fait, il est venu nous chercher.
avec son tuk-tuk, il nous a déposés à un endroit et il nous a dit bah voilà, je peux plus avancer avec mon tuk-tuk, le chemin le permet pas, mais vous allez au bout du chemin et vous demandez alors et là il nous dit Maria et il nous donne le nom de son mari, je me souviens plus, autant Maria c'était un peu c'était facile à retenir, c'est très européen, mais autant le nom du mari je l'ai pas retenu. Et donc on est là en pleine campagne avec nos sacs à dos, il fait 42 degrés, nos enfants, et on arrive au bout du chemin et c'est une rivière qui passe. Et on se dit mais c'est pas possible, le gars il se fout de nous quoi. Il s'est bien marré, il nous laisse là. Et donc on tombe sur un petit monsieur qui parle pas bien anglais, on lui demande et quand on donne les prénoms, il nous dit ah oui et il nous fait signe d'attendre ici. Et on se dit bon, on attend 1 ou 2 minutes, 3 minutes, et on le voit revenir en pirogue, et il nous fait signe de monter dans la pirogue parce que chez Maria, c'est de l'autre côté de la rivière. Donc là encore, on se dit mais c'est complètement fou, on est dans une pirogue au milieu de l'Inde, on sait pas chez qui on va, mais on y va. Et de l'autre côté de la rive, Maria était là et elle nous attendait avec son mari, ses enfants. Et ça, c'était hyper touchant parce qu'on s'est dit on y est vraiment, on est vraiment chez une famille qui accepte de nous accueillir, elle nous montre la chambre, et puis ça y est, l'aventure commence en fait, on est dans cette famille, au milieu de leur salon, il y a la mamie, il y a l'ado, enfin vraiment on est comme si on nous avait posé chez des gens qu'on connaissait pas et la vie continue autour de nous et on fait maintenant partie de cette famille, donc on essaye de se rendre utile, donc on va aider en cuisine, les enfants vont jouer, on leur dit de sortir, ils avaient une petite trousse de jouets à l'époque. D'ailleurs la trousse de jouets est restée chez Maria parce qu'ils ont offert leurs jouets aux enfants de Maria avant de partir. Ouais. Et comme si on était chez des amis en fait. On est dans la cuisine, ça parle politique, la mamie passait son temps à tresser les cheveux de notre fille parce qu'elle a des bouclettes blondes. On n'avait jamais vu ça, donc elle passait son temps à lui caresser les cheveux, etc. Comme si on était, chez une tante dans la famille en fait. C'était assez surprenant de simplicité de se retrouver là dans cette famille. Et vous avez tout de suite trouvé quoi vous dire? Oui, alors Fabrice est très sociable et donc il parle de tout, de rien et donc tout de suite il arrive tout de suite à trouver un sujet et après c'est parti en fait, c'est le premier sujet qui au départ et le fait d'avoir des enfants aussi, je trouve que ça change beaucoup et ça facilite beaucoup les échanges parce qu'au départ les gens ils viennent forcément parler des enfants, leur faire des sourires, leur offrir un petit jus, quelque chose comme ça. Et je trouve que ça facilite aussi le lien. Même moi, les enfants de Maria, je suis allée avec des petits jouets, je leur ai montré les crayons, je leur ai sorti des feuilles. Et donc tout de suite, il y a un petit lien qui se crée. Et je trouve que c'est plus facile. Quand il y a des enfants autour, ça met un peu de vie et ça enlève un petit peu la gêne des premiers moments. Ouais. Toujours partir en voyage avec ses enfants. C'est notre passeport. Alors sinon, on dit que c'était notre passeport sociabilité, mais c'était aussi notre passeport sécurité en Inde, j'ai trouvé. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, mais c'est vrai que il arrive moins de choses à des gens qui ont des enfants. Ouais, on a trouvé. Ouais, moi aussi j'ai trouvé. Mais en effet, c'est un autre sujet. Et combien de temps vous êtes restés du coup là dans cette famille en Inde? Alors, on est resté 5 jours chez Maria. Ah ouais. Ouais, et alors on avait dit 5 jours parce qu'en fait on pensait visiter les alentours et on s'est rendu compte que sur cette petite île, il y avait absolument rien. Il y avait que des habitants, une église, une toute petite école et qu'en fait pour se déplacer, il fallait prendre une pirogue, donc on était assez limité et en fait ça nous a pas du tout dérangé parce que les peu de fois où on est un peu sorti dans le village en fait, c'était avec Maria, avec ses enfants, avec sa famille. Rencontrer les voisins qui nous regardaient comme des bêtes de foire parce qu'ils avaient jamais vu des Européens ici. Alors les bouclettes blondes de Soline, jamais vues non plus. On était un peu l'attraction et ça a mis un peu d'animation. Les gens rigolaient de nous voir là. On était un peu en décalage en fait parce que on n'était pas du tout habillés de façon traditionnelle. On était avec nos vêtements de tour du mondiste là. Donc et eux ils étaient avec leurs beaux saris colorés etc. Donc c'est vrai que on dénotait un peu. Mais finalement, les 5 jours sont passés très vite. On a vécu, le quotidien en fait de cette famille. Donc cuisiner qui prend beaucoup de temps, les accompagner à l'école, repartir de l'école, les scènes de vie du quotidien en fait. Oui, j'allais dire, mais qu'est-ce que vous avez fait
en fait, vous avez fait plein de choses et rien à la fois, quoi. Bah tout à fait. Comme si on était, c'était un peu un confinement à l'indienne. En fait, on pouvait pas aller trop loin puisque de toute façon, on était un peu cloîtrés sur cette île. On pouvait aller aider à préparer à manger, on pouvait aller aider au champ, on pouvait aller, boire le thé chez les voisins, et puis passer du temps en famille. Mais sinon, il y avait pas grand chose à faire en fait. Et les enfants, comment ils ont vécu ça? Alors les enfants, ils ont été intimidés au départ parce qu'en fait on est arrivé dans cette famille, c'est un peu le choc des cultures, hein, dans la maison il y a pas beaucoup de meubles, on s'assoit par terre, on mange par terre, et en fait on est arrivé au moment du repas du soir, et donc la Maria a mis un énorme plat au milieu de cette une petite table basse. Et elle nous a dit, bah, allez-y. Sauf que les enfants, on leur a toujours dit, vous avez des couverts, vous prenez vos couverts. Là, ils comprenaient pas ce qui se passait. Ils ont vu les autres enfants, piocher, manger à même le plat. Ils nous ont regardés et il y a eu un petit moment de flottement où Maria nous a regardés un peu en train de dire à nos enfants, allez-y, c'est pas poli, servez-vous. Nos enfants avoir un petit moment mais non. Et elle a compris ce qui se jouait et elle nous a dit, en anglais, elle nous dit, mais je suis désolée, j'ai pas pensé. Nous, on n'a pas de couvert, et je suis désolée, mes enfants mangent avec les doigts. Et je pense qu'elle a compris que chez nous, ça se faisait pas trop. Et donc, elle était gênée, et nous, on était gênés qu'elle soit gênée. Donc, on était un peu en train de dire à nos enfants, mais allez-y, c'est pas poli, elle vous demande de vous servir. Et du coup, après, on a éclaté de rire, et les enfants ont fini par piocher, et ils s'habituent très vite à manger avec les doigts, ça, y a pas de problème. Mais il y a eu ce petit moment de flottement et on s'est dit, ah ouais, là, c'est le choc des cultures, quoi. Vraiment, on voulait de l'immersion, on en a, et c'était un chouette moment parce que, pareil, une fois le premier repas passé, tout le monde s'habitue très vite. Ouais. Et les enfants de la famille, du coup, ils avaient à peu près les mêmes âges? Alors, il y avait une adolescente, donc elle qui était plus grande, et les deux autres enfants avaient à peu près le même âge. Et c'était génial parce qu'en fait, pendant 5 jours, on n'a pas vu nos enfants. On ne sait pas, et c'est là qu'on se dit qu'on a vraiment lâché prise parce qu'en France, on voit pas nos enfants pendant 2-3 heures, clairement on s'inquiète. Là, personne ne s'inquiétait de savoir où étaient les enfants pendant 2-3 heures. Ils passaient chez la voisine, ils allaient jouer dans le grenier. Et en fait, c'est comme ça, en fait, là-bas, on s'inquiète pas de kidnapping, de ce qui peut arriver, etc. Et on a laissé nos enfants, vivre comme les enfants de Maria, et ils ont vécu leur meilleure vie, en fait, parce qu'en fait, ils ont couru dans le jardin, ils sont allés voir les voisins, ils sont revenus, jouer dans le grenier. Alors, et nous, on les voyait tout le temps monter dans le grenier, et on leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites là-haut? Et notre fille nous a dit, on joue à cache-cache, et c'est super parce que c'est un grenier, donc ça fait un peu peur, etc. Et elle dit, mais par contre, dans les chambres, on n'a pas trouvé les jouets. Ah, je dis, oui, mais tu sais ce que ça veut dire? Elle me dit, mais tu crois vraiment qu'ils n'ont pas de jouets, maman? Je dis, ouais, je crois vraiment qu'ils n'ont pas de jouets. Et donc, on joue avec des bouts de bois, on joue avec des bouchons de bouteilles, on joue à cache-cache, et ils ont joué pendant 5 jours et ils ont vécu des super moments, sans jouets, sans télé, voilà, c'est autre chose et c'est très formateur aussi, je trouve. C'est sûr, et en fait, peut-être même sans se le dire, finalement, ils s'en rendent compte par l'expérience que bien sûr. Ils ont juste besoin de camarades de jeu, en fait, un petit peu d'espace, oui. Et puis voilà. Et les rires, moi j'ai en souvenir les rires des enfants dans cette maison, et je me dis, mais en fait, ils ont rien. Mais alors, ils ont le principal, parce que les enfants, les miens comme ceux de Maria, je les ai vus, mais rire aux éclats, mais alors qu'ils se comprenaient pas, parce que les enfants de Maria parlaient pas bien anglais, les nôtres pas du tout. Et donc en fait, y a pas besoin de parler la même langue pour rigoler, pour jouer, pour s'amuser. Mais c'est ça qui est incroyable, parce que comment ils arrivent à décider de faire un cache-cache s'ils arrivent pas à se le dire, c'est fantastique. Ouais, et donc on rigolait parce qu'on se disait, mais ça fait 2 minutes qu'on est là, ils sont déjà en train de se courir après. Je pense que personne ne comprend les règles du jeu, mais ça se marche bien. Bon, du coup, c'était vraiment une superbe première expérience très tôt dans le voyage. Vraiment, vraiment. Et on s'est demandé, en fait, en partant, en fait, on s'était dit, nous, c'était super, on avait envie de pleurer quand on les a quittés. On s'est dit, mais c'est nous, parce que, en fait, c'est notre premier pays, notre première immersion en famille, les premiers vrais échanges qu'on a avec une famille, donc c'est
on s'est dit tout est démultiplié, c'est nous qui réagissons comme ça parce que c'est le début, etc. Et en fait, quand on est parti, le petit garçon s'est mis à pleurer et Maria s'est mise à pleurer aussi de voir son fils pleurer, déçu qu'on part. Et je me suis dit quand même, en fait, c'est pas que nous, c'est vraiment des deux côtés, ça a été un bon moment et c'est difficile de se quitter, quoi. Mais ils avaient l'habitude d'accueillir des voyageurs? Je crois qu'ils l'ont déjà fait, mais c'était pas une auberge, hein, donc mais ils avaient une chambre dédiée à ça, donc je pense que oui, ça se fait de temps en temps. Ouais, ok. Et du coup, tu disais tout à l'heure que ça n'avait jamais été des séjours gratuits, ce qu'on peut évidemment comprendre. Comment s'est passé du coup? Vous êtes mis d'accord à l'avance sur combien vous leur donniez, ou enfin? Sur cette première expérience, on n'a pas demandé, en fait. C'est vrai qu'on est arrivé et quand on lui a demandé à la fin, elle nous a donné un prix et on a évidemment payé le prix. Elle aurait pu nous dire le double, triple. Je trouve qu'on aurait payé le double, triple parce qu'en fait, on savait pas quoi donner, on savait pas combien ça pouvait représenter. Mais bon, ça restait clairement dérisoire. Hein. C'est évidemment pas du tout le prix d'un hôtel. Mais on s'était pas, pour cette fois-là, en tout cas, on s'est pas posé la question de combien par jour pour les dîners, etc. On est arrivé vraiment comme si on arrivait chez une vieille tante. Elle nous accueille, elle nous prépare un repas. Sauf qu'à la fin, évidemment, on lui demande combien on lui doit et elle nous donne une somme et on lui a donné, évidemment. Après, je sais pas, c'est peut-être des sujets. Enfin, l'argent, c'est pas un sujet qui est aussi abordé de la même manière selon les différentes cultures. Peut-être que c'est aussi de notre point de vue, c'est toujours un peu délicat. Tu sais pas, parce que t'as une vraie relation avec les gens et c'est un accueil, un échange, et puis t'as cette notion de l'argent qui peut nous gêner en fait. Puis en arrivant, on s'est dit comment ça va se passer en fait. Est-ce qu'elle va nous demander l'argent tout de suite, nous dire ça fait tant, très protocolaire entre guillemets comme on ferait dans un hôtel. Et en fait pas du tout. Et c'est à la fin quand on lui a dit on te doit combien, Maria, etc. où elle nous a donné un prix et en fait on s'est même pas posé la question de est-ce que, on lui a donné et puis on était tellement ravis de cette première expérience. Je pense qu'elle aurait pu nous demander le trip. En plus, on est d'arrivée, donc on savait pas trop vraiment combien ça représentait. Enfin, c'était pas en euros, donc c'est difficile de savoir. Mais finalement, après, quand on a fait le calcul, on s'est dit c'était dérisoire. Ouais. Mais peut-être, probablement que pour eux, c'est beaucoup. Ouais, oui, c'est ça. Bon, une formidable première expérience. En Inde, vous avez renouvelé la chose ou pas? Alors non, en Inde, après, on n'a pas renouvelé. Marius a eu un petit souci de santé et donc il fallait qu'on soit proche d'un hôpital et du coup, on est resté à l'hôtel, en auberge ou à l'hôtel pour la suite du voyage. Et donc ensuite, quand est-ce que vous avez remis le pied à l'étrier du voyage chez l'habitant? Alors, on a changé de pays. Ensuite, on est allé au Népal. Alors là, c'était pas, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'était pas vraiment une famille, hein. Enfin, c'était une famille, mais un format un peu différent puisqu'on était allé dans un orphelinat. Donc, cet orphelinat, on l'avait contacté avant de venir parce qu'en fait, on parraine des petites jumelles au Népal qui vivent à l'orphelinat et donc ces petites jumelles, on les parrainait avant de partir. Donc, ça nous faisait très plaisir d'aller les rencontrer. Et donc en fait on avait pris contact avec l'association qui aide l'orphelinat pour pouvoir aller les voir et en fait on a été accueillis plusieurs jours dans cet orphelinat et là aussi on a vécu au rythme du quotidien de l'orphelinat en fait préparer le petit déjeuner, préparer les enfants pour l'école, les emmener à l'école, le retour de l'école, le goûter, les douches, les devoirs comme dans une famille un peu classique sauf que là, c'était des enfants de l'orphelinat avec ce qu'ils appellent là-bas des mamans, donc les deux femmes qui s'occupent de ces enfants-là au quotidien. Et donc on a été intégrés à l'orphelinat. On a eu une petite chambre au sein de l'orphelinat et là encore les enfants ont vécu au rythme des enfants de là-bas. Ils sont allés à l'école aussi du coup? Alors non, ils sont pas allés à l'école. C'était pas autorisé, mais ils attendaient qu'une chose, c'était le retour de l'école. Justement, ils guettaient le retour des premiers, parce que les petits arrivaient en premier. Donc, ils guettaient le retour des petits pour aller jouer. Sauf que, eux, ils t'attendaient que ça, que d'aller jouer. Et avant, il y a les devoirs. C'est le quotidien, quoi. Donc, on allait aider pour les devoirs, etc. Mais ils attendaient qu'une chose, c'est que tout le monde soit douché, en pyjama et les devoirs faits pour pouvoir passer au moment plus sympa de jeu, etc.
Et je trouve que dans un orphelinat, on peut imaginer un peu mieux que vous arriviez à 4 avec 2 enfants, parce que du coup, voilà, c'est une grande famille. Ouais, ça, c'est une très grande famille déjà. Est-ce qu'il vous est arrivé d'arriver dans des endroits un petit peu confinés, tout petits, il n'y avait pas forcément d'autres enfants, etc. Alors oui, en Thaïlande, on est arrivé dans alors là, c'est pareil, on avait demandé le bouche à oreille et donc on nous indique un monsieur qui travaille dans une ferme, etc. Donc on y va, et effectivement, le monsieur nous attendait. Et on vit à son rythme, en fait, avec le quotidien de la ferme. Sa mère, qui était très âgée, qui triait les grains de café, donc on aide aux grains de café, on va nourrir les animaux. Et le soir, au moment où on s'attend à passer un repas en famille, ça se passe pas tout à fait comme ça. Déjà, les femmes sont complètement évincées de ce repas, sauf moi. Donc je me retrouve avec ma famille et que des hommes à table à préparer le repas. Bon, déjà c'est un peu, ça me surprend un peu parce que toute la journée en fait on avait fréquenté la sœur, la femme, la grand-mère, etc. Et ils sont déjà alcoolisés. Au moment où on passe à table, vraiment tous les hommes ils sont déjà tous alcoolisés. Et le moment devient un peu gênant. Ils nous resserrent de l'alcool, allez encore, et bon, on n'est pas très à l'aise. Et on se dit bon là quand même qu'est-ce qu'on fait là, enfin voilà, les enfants là ils voient des mecs complètement sous, puis ça rigole mais pas dans notre langue ni en anglais, donc on sait pas trop, enfin il y a un moment, il y a un petit peu de gêne, un malaise, et moi je trouve l'excuse des enfants fatigués, et je dis à la femme on y va là, je sens pas cette soirée, voilà, je m'amuse pas, voilà. Et donc on leur dit que les enfants sont fatigués et qu'on va se coucher, mais c'était pas un bon moment. Ouais. Voilà, on s'est dit bon. Là, vous êtes restés plusieurs jours, du coup? On est resté 2 nuits. Okay. Et en fait, la journée, ça allait puisqu'on est à nouveau mélangé à toute la famille. Donc, on nourrit les animaux, on trie les grains de café, on fait la cuisine, et le moment est sympa. Mais ce soir-là, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi les femmes n'étaient pas là, pourquoi ces gens étaient déjà alcoolisés avant qu'on arrive, et il y avait une ambiance un peu bizarre, et on n'a pas trouvé, on n'était pas très à l'aise. Donc on s'est dit pendant ce repas, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fout là, au fait? Là, et ça parle, forcément en thaïlandais, on comprend pas, personne fait l'effort de traduire en anglais, comme la journée où tout le monde faisait en sorte qu'on se comprenne, etc. Là, pas du tout. Et donc on était à table, et voilà, je sais pas, un moment un peu bizarre, où on n'était pas à notre place du tout. Donc ça, c'était juste après, là, on est encore en Asie. En Amérique du Sud, c'était des expériences différentes encore, ou un peu dans le même esprit, ouais. Alors en Amérique du Sud, on a retrouvé un peu l'accueil chaleureux qu'on avait eu en Inde, en fait. On s'est retrouvé vraiment dans des familles où là, ils sont contents de nous accueillir, ils sont fiers aussi d'aller montrer à leurs voisins qu'il y a des Européens qui viennent chez eux, etc. C'est rigolo parce que c'est un peu une fierté de dire ils viennent chez nous, on les accueille, etc. Donc là, on s'est retrouvés aussi à passer des moments incroyables avec des familles, à cuisiner. Fab est partie à la pêche au Pérou avec le papa de la famille pour le repas du soir. En attendant, la maman avait trouvé des petites tenues pour les enfants parce qu'il y avait une fête au village et qu'il fallait être habillé de façon traditionnelle. Donc, autant pour moi et Fabrice, elle avait ce qu'il fallait. Ça, c'est pareil, c'était un moment qui restera gravé. Je la revois habiller mes enfants comme si elle préparait les siens, en fait. Ouais. Et moi, je suis d'un œil extérieur et je vois cette femme là qui habille mes enfants, qui coiffe Soline, qui leur met toutes les tenues. Alors eux, ils rigolaient parce qu'ils avaient l'impression d'être déguisés, forcément. Et elle arrêtait pas de leur dire ils sont beaux, etc. Et Fab revient de la pêche avec le mari, et puis on cuisine tous ensemble et on s'installe. Et là aussi, on se dit c'est quand même des moments de vie qui sont des moments complètement anodins. Et finalement, c'est en même temps assez fou d'être là dans cette famille, à vivre leur quotidien, à se préparer pour une fête catholique. C'est un moment un peu hors du temps. Ouais. Mais c'est génial. Et les enfants, vos enfants, ils ont toujours bien aimé être un peu au centre de l'attention. Tu vois, tu disais tout à l'heure en Inde que Soline, elle se faisait faire des tresses, etc. Parce que forcément, les bouclettes blondes, ça passait pas inaperçu. Là, ils se faisaient habiller. Ils ont toujours joué le jeu avec plaisir.
Alors oui, avec plaisir. Après, Soline, elle a craqué un jour en Inde. En fait, elle en pouvait plus. Ça a été vraiment très présent en Inde où les gens touchent beaucoup. Oui. Et donc, sans lui demander, il la portait, il faisait des photos avec elle. Et c'est vrai que parfois, on se retournait et en un quart de seconde, elle était dans les bras de quelqu'un qu'on connaissait pas, en train de faire une photo. Et un jour, elle a pleuré. Elle a dit, j'en peux plus. C'était impressionnant et un peu étouffant, oppressant. Et je pense que en fait, comme en France, on fait pas ça du tout. Enfin, ouais. On prend pas un enfant dans la rue pour faire une photo avec lui pour le reposer ensuite. ça n'existait pas. Donc, elle comprenait pas trop ce qui se passe. Au début, elle rigolait. Parce qu'elle voyait que nous, on souriait, qu'on était assez d'accord avec ça. Et en fait, à un moment donné, elle en pouvait plus. Et donc, on était, nous, obligés de dire gentiment une petite photo, mais lâchez-la, machin, etc. Enfin, c'était un peu gênant parce que eux voyaient pas le mal. Mais nous, on voyait notre fille qui était qu'on pouvait plus, en fait. Je pense que ça lui faisait peur, ça l'oppressait. Et il y a des moments où elle se sentait pas du tout à l'aise avec ça. Donc, mais ça a été moins fréquent après, au fur et à mesure du voyage. Les gens, évidemment, touchaient ces bouclés de blondes, mais comme nous, on trouve trop mignon un petit Péruvien avec son petit bonnet, son petit pancho, et on a envie de le prendre en photo. On le fait pas, on le prend pas dans nos bras parce que c'est pas dans notre culture d'aller porter un enfant qu'on connaît pas, etc. Mais chez eux, c'est pas offensant, c'est plutôt bienveillant. En fait, on veut prendre une photo parce qu'on n'a jamais vu une petite fille blonde en vrai, etc. Mais bon, faut l'accepter, et elle a eu du mal. Son frère à côté, qui est un physique un peu plus classique dans le sens où il est brun, le teint un peu plus mat, il a pas du tout de bouclette et encore moins blonde. Il passait un peu plus inaperçu, donc il l'a vécu un peu différemment parce en voyant les deux, les gens allaient directement mettre leurs mains dans les cheveux de Soline, voilà, essayer de lui toucher, de la caresser, enfin, de lui tresser les cheveux. Vraiment, c'est les cheveux qui attiraient vraiment l'attention. Et au Pérou, là, du coup, si on revient un tout petit peu en Amérique du Sud, c'était aussi par le bouche à oreille que vous avez trouvé? Alors oui, avec un groupe de voyageurs, en fait, sur Facebook, on avait trouvé un groupe de voyageurs au Pérou, et donc il y avait une personne qui disait qu'il était allé dans une famille, que c'était super, qu'il devait vraiment participer à la vie du quotidien. Et donc en fait, on lui a demandé le numéro, il nous l'a donné, et on s'est permis d'envoyer un petit message en fait. Et ils nous ont répondu, pas de problème. Quand est-ce que vous voulez venir? On a convenu d'une date. Et pareil, on a débarqué chez eux un soir, et ensuite le lendemain le quotidien reprend, et on se mêle un petit peu à leur quotidien, et les enfants vivent leur meilleure vie parce que la maman leur dit là il n'y avait pas d'enfants, c'est un couple mais il n'y avait pas d'enfants. Elle leur dit venez, on va aller donner le biberon aux alpagas. Meilleure activité du monde pour les enfants. Donc les revois là, pareil, à donner le biberon aux alpagas, chose qu'ils n'ont absolument jamais fait dans leur vie évidemment. Et donc c'était des super moments, des activités simples, mais qui laissent des souvenirs incroyables. Ouais, parce que c'est simple, mais bon, quand même, c'est quand même pas courant. Déjà, de donner le biberon à un animal, honnêtement, même moi qui habite à la campagne, je fais pas ça tous les 4 matins. Ouais, et à un alpaga encore moins. Ouais, oui, bien sûr. Alors après, il y a des choses qu'on censurait aussi, parce que du coup, moi je demande à la dame, mais après les alpagas, une fois qu'ils ont grandi, on fait quoi? Elle me dit, on les mange, on garde la peau, et on leur fait. Alors les enfants, après ils deviennent quoi? On traduit pas tout évidemment. On leur laisse un petite part d'innocence. Oui, en fait, les alpagas, pour eux, c'est comme nos vaches à nous, quoi. Oui, c'est ça. Cette famille, ils avaient un peu l'habitude, finalement, d'accueillir des voyageurs. Ils recevaient, je pense, régulièrement des voyageurs. Tu crois qu'ils vivaient de ça, ou non, c'est juste le petit complément par rapport à la vie de la ferme et tout ça? Ouais, je pense pas qu'ils vivaient de ça parce que le mari est pêcheur, donc il allait vendre son poisson. Je pense que c'était un complément. Après, je pense que ça s'est un peu développé, je pense, avec le bouche à oreille aussi. Ouais. Avec les réseaux, c'est vrai que on parle d'une famille. Si sur le groupe il y a 3000 personnes qui se renseignent sur le Pérou, potentiellement il y a quand même beaucoup de voyageurs qui vont aller demander à aller vivre là-bas, et je pense qu'ils en ont fait aussi un petit business, mais ça se ressentait pas en fait. On a été quand même très bien accueillis. C'était pas comme la même relation que quand on arrive dans une auberge, on nous montre notre chambre, on paye et puis ça s'arrête là. Là, c'était quand même différent. Et d'ailleurs, souvent, je sais pas, mais on peut se poser la question quand même un petit peu de l'authenticité de relations comme ça quand on va en immersion. Tu le dis, ils en ont peut-être fait un petit business.
est-ce que ça reste quand même des relations sincères, authentiques? Non, je pense qu'en fait ils vivent leur vie. Après, ceux qui veulent participer, ils sont hyper ouverts pour clairement là la maison elle était ouverte à nous. On pouvait aller dans la cuisine, on pouvait aider. Elle nous demandait de mettre la table. C'était pas aujourd'hui tu vas faire ça, puis après tu vas venir. En fait, si on veut on fait, si on veut pas on fait pas. Enfin, il y a pas de. Je pense pas qu'il y avait des activités. Nourrir les alpagas, par exemple, elle l'aurait fait qu'on soit là ou pas. Ouais. Le monsieur serait parti à la pêche avec ou sans Fabrice. Donc je pense que là c'était quand même sincère et on voit aussi les gens quand ils sont avec nos enfants qu'ils apprécient, ils leur demandent de suivre pour leur montrer des choses, etc. Il y a un petit côté où on sent quand ils sont sincères. On s'est retrouvés aussi dans des situations où vraiment là on s'est dit là typiquement c'est pour l'argent et c'était pas l'expérience qu'on attendait. Je pense aux États-Unis par exemple. Ouais, du coup je veux bien que tu nous racontes parce que après en Amérique du Sud vous en avez fait d'autres? Alors on en a fait donc en Bolivie, au Pérou et en Argentine. Ou alors en Argentine c'était rigolo parce qu'on avait loué une chambre chez une mamie. Mais alors là c'était je pense un petit complément de retraite. Alors c'était rigolo parce qu'on s'est retrouvés vraiment chez la mamie argentine. Elle était contente de nous avoir. Ça lui faisait un peu d'animation, mais c'était pas on n'a pas du tout passé elle était devant sa télé. Elle était contente de voir les enfants passer, rigoler, jouer. Mais c'était plus un amusement pour elle, mais elle a pas du tout eu envie de passer du temps forcément avec nous parents. Elle était contente d'avoir une présence et je pense que c'était aussi financier, mais sinon c'était agréable, mais c'était pas les meilleurs moments qu'on ait passés. Et aux USA par contre ça a été un peu la désillusion, mais je pense qu'aussi il y a des cultures où ça se fait, d'autres un peu moins. Je sais pas si nous on arrivait dans une famille en France, on les ferait participer. Enfin, si nous on accueillait une famille chez nous, on les ferait participer à notre quotidien autant que d'autres familles en Amérique du Sud ou en Asie nous ont fait participer à leur quotidien. Moi, je sais pas. Mais en tout cas, aux États-Unis, ça a été un peu la désillusion. On a vu qu'une famille louait une chambre, etc. chez l'habitant. Pareil, il me semble que c'était sur un groupe de voyageurs. Je me rappelle plus exactement. Mais on contacte donc cette femme qui nous dit oui, pas de problème, la chambre est disponible, on vous attend à telle date, etc. Très sympa par message. Et au moment où on arrive, elle nous dit on sera pas là. Par contre, il y a une boîte à clés, on vous donne le code. Vous faites comme chez vous. Bon, on arrive. Alors c'est rigolo parce que là c'est complètement différent. Le contexte est complètement différent. On arrive à Los Angeles dans un quartier Desperate Housewives, quoi. On était dans un quartier de série, vraiment, ouais. Et on s'est dit, waouh, c'est incroyable, on va vivre dans une villa, quartier vraiment comme on peut l'imaginer à l'américaine, un très beau quartier. On sent que c'est quand même quartier assez aisé, etc. On arrive devant la maison et on voit la boîte à clés, on entre et là en fait il y a un énorme paravent en bois et on a accès qu'à un endroit, c'est l'escalier. Donc on se dit on va pas passer le paravent, ça a l'air d'être quand même fait exprès. On monte à l'étage et on voit qu'il y a notre nom sur une porte. On se dit c'est là. On ouvre et on trouve une petite chambre avec donc un lit superposé, un lit double et un micro-ondes, un petit frigo, une petite table. Et on se dit ah oui, donc je pense que ça va pas être la même. Enfin, je pense pas qu'on va partager nos repas ensemble, etc. Et la famille rentre, certainement du travail, on tombe sur la femme qui est un peu gênée qu'on soit là. Il y a un moment un peu de flottement et en fait elle cherche pas du tout le contact. Elle nous dit vous avez bien trouvé la chambre, tout va bien, vous êtes bien installés, oui. Et ça s'arrête là. Elle passe derrière le paravent et elle clôt en fait le sujet. Et on se dit bon, ok, on va se promener, on revient. Là, il y a un peu plus de monde derrière le paravent, on entend, donc on toque, on pousse un peu le paravent, on dit bonsoir. On essaye d'engager un peu la conversation et on voit que non, en fait, ils sont pas là pour parler avec des étrangers, ils ont pas du tout envie, ils font leur vie, ils sont à table. Et on se dit ah oui, on est quand même pas dans le même échange qu'en Amérique du Sud ou alors en Asie. C'est pas le même projet pour eux. Je pense que c'est clairement un complément de revenus et on s'est un peu trompé là sur le. Ouais. Ils avaient une chambre vacante et ils la louent en fait. Voilà. C'était pas du tout un séjour chez l'habitant comme on s'y attendait. Et même si on a essayé, il y avait pas de retour en fait. Donc bon, ça a été un peu la déception, mais bon, on en a rigolé parce qu'on s'est retrouvés enfermés dans notre petite chambre en haut. À se dire ça se marre bien en bas, ça aurait été quand même sympa de passer ça. Ils ont une
superbe maison, mais nous, on est dans notre petite chambre. Après, on en a rigolé et on a fait notre vie, mais bon, forcément, il y a des loupés, hein. On s'attendait pas à ça, quoi. Ouais, j'imagine. Mais surtout que ça arrivait après toutes ces expériences très chaleureuses, quoi. Donc, pourquoi est-ce que vous l'avez pas fait plus souvent pendant votre année de voyage? Alors, pourquoi on l'a pas fait plus souvent? Parce qu'en fait, c'est pas forcément facile. En fait, c'est quand même un peu de recherche. Faut trouver un numéro de téléphone, demander à quelqu'un. Puis parfois, on demandait et les gens nous disaient, non, moi, je connais personne qui pourrait vous accueillir à 4. Ça me dit rien. Donc, on n'a pas toujours trouvé. Et c'est vrai que c'est assez facile de réserver un logement sur Booking ou sur Airbnb. En 2-3 clics, c'est fait. C'est ça. Quand on est un peu dans la précipitation de demain on dort où, on n'a pas toujours le temps de trouver une famille qui accepte de nous accueillir, etc. Donc on n'a pas pu le faire tout le temps. Puis il y a aussi 2 mois où on a été en van, donc là la question se posait pas. Donc on n'a pas toujours pu le faire. Et c'est moins évident que de cliquer sur un logement sur Booking, c'est payé, c'est fait, on arrive à telle date et terminé. Ouais. Et bon, tu le dis là, c'est un petit peu de recherche. Donc en fait, vous avez utilisé le bouche à oreille en demandant à des chauffeurs de taxi, des commerçants, etc. Enfin, les gens que vous rencontriez. Ouais. Beaucoup sur les groupes Facebook. On a réussi quand même à avoir quelques numéros de téléphone sur les groupes Facebook, mais parfois pareil, les numéros de téléphone, ça donne rien. Ou alors c'est pas le bon numéro, ou que ça marche pas à tous les coups non plus, hein. Est-ce que vous avez jamais essayé genre Couchsurfing? Alors on n'a jamais essayé parce qu'en arrivant à 4, déjà c'est pas facile. Et souvent il y a un travail à faire en échange. Et nous on se disait avec nos 2 enfants, on est nuls en bricolage, on est nuls en cuisine, on arrive avec nos 2 enfants, on voit pas trop ce qu'on va pouvoir leur offrir pour les aider, par faire un peu de ménage, mais bon, en général le peu qu'on a vu en tout cas c'est des gens qui faisaient des travaux, qui avaient besoin de main d'œuvre ou des choses comme ça, et nous on se sentait pas de... Moi je suis un petit peu étonnée de ce que tu dis. Ça fait longtemps on avait fait des couchsurfing quand on était étudiant avec mon mari. Et mais non, c'est juste des gens qui t'accueillent comme ça. Et nous aussi on avait accueilli des gens chez nous, des voyageurs comme ça. C'est pas de l'échange comme tu pourrais faire de l'échange de maison ou quoi. Mais du coup il y avait pas de notion de travail en échange. Peut-être que, ou alors on s'est pas renseigné sur les bons sites, mais c'est vrai que nous à chaque fois c'était recherche pour rénover une maison ou pour la cueillette ou des choses comme ça. La cueillette on aurait pu faire, mais on fait quoi de nos enfants pendant qu'on va faire 3 heures de cueillette? C'était un peu compliqué. Je pense que c'est plus facile en couple ou même tout seul quand il n'y a pas d'enfants à faire garder. Puis les nôtres ils avaient 6 ans, donc on pouvait pas leur dire pendant 3 heures vous faites votre vie. Donc on n'a pas testé ce modèle, mais effectivement pourquoi pas. Je sais que la plateforme Couchsurfing elle a évolué parce qu'avant c'était 100% gratuit. Depuis le Covid elle est payante. Donc voilà, je sais pas exactement si le fonctionnement est toujours le même. Et je sais pas non plus si c'est facile d'arriver, de trouver en tout cas des hébergements avec des enfants. Nous on a déjà voyagé, mais c'était avec des amis, donc si on était 4 je crois. Mais bon, c'est pas pareil d'accueillir 4 personnes de 20-25 ans que une famille avec des enfants. Enfin, les enfants peuvent souvent c'est des passeports, mais ils peuvent aussi faire un petit peu peur à certaines personnes qui n'en ont pas, quoi, en fait. Donc oui, c'est vrai. Oui, puis c'est vrai que accueillir des enfants quand t'es une famille avec des enfants, pourquoi pas. Si dans ton appart t'accueilles 1 ou 2 personnes habituellement et là on est 4 à arriver, c'est plus le même, plus pareil. Ouais, c'est pas la même chose, hein. Ouais. Est-ce que vous, depuis votre retour, vous vous êtes dit pourquoi pas? Est-ce que nous on n'accueillerait pas des voyageurs? Alors c'est marrant parce qu'on s'est demandé, nous on s'est dit mais nous est-ce qu'on serait capable de une famille, j'ai n'importe quoi d'Inde qui débarque, est-ce qu'on les accueillerait chez nous? Et on se disait mais en fait ça serait quand même assez compliqué dans le sens où moi je vais bosser le matin, je peux pas amener la maman avec moi, c'est pas possible, Fabrice non plus, les enfants vont à l'école, on peut pas dire il y a 2 petits copains indiens qui viennent voir. Ça pourrait peut-être se faire sur une journée, mais ça serait, je pense qu'ils seraient un peu laissés, livrés à eux-mêmes, à moins que nous on soit en vacances et qu'on leur fasse découvrir. Et je me dis dans notre quotidien actuel, je sais pas ce qu'on pourrait leur apporter à part d'être ensemble le soir et de passer un bon moment. La journée, on n'a pas des activités qui nous permettent d'en faire profiter une famille. Mais bon, ça serait chouette de le faire. Mais t'as pas un peu d'alpaga dans le fond du jardin?
Non, j'ai pas. Je peux même pas leur proposer d'aller faire la traite des vaches. On n'a pas de vaches non plus. Donc... Mais c'est vrai que c'est différent. C'est d'autres modes de vie. Et je sais pas si là je vois, on est allé dans des fêtes chez les voisins boire le café. Je sais pas si moi j'irais avec une famille toquer chez le voisin en disant bah tu nous payes un café, je te présente, c'est une famille. Alors ça pourrait se faire, mais ça serait quand même pas très naturel, je pense, de faire ça. Mais c'est vrai que c'est dommage. À chaque fois on se disait mais nous est-ce qu'on ferait ça en France? Est-ce qu'on accueillerait des gens qu'on connaît pas? On sait pas qui c'est, on sait pas des trucs bêtes, on sait pas s'ils ont un casier judiciaire, s'ils ont fait des trucs horribles dans leur vie. Nous, on a toujours été accueillis vraiment à bras ouverts. Vraiment, personne on n'a jamais ressenti de méfiance. Nous, je sais pas si on serait capable de faire autant confiance. Parce que par exemple, dans les familles, parfois, on était tout seul dans la maison. Il y a personne qui dit bon bah faut quand même qu'il y en ait un qui reste. On connaît pas ces gens. Enfin, on se disait bah c'est fou, on est dans une maison, chacun est parti faire sa vie ou son activité, revient après. Et nous, est-ce qu'on ferait ça? Est-ce qu'on laisserait une famille qu'on connaît pas dans notre maison pendant qu'on va travailler? Je sais pas. C'est une autre façon de faire et je crois qu'en France, on n'est pas du tout prêt à réagir comme ça. Hein. C'est dommage, mais ouais, je pense que culturellement, c'est pas spontané, c'est pas naturel chez nous, quoi. Non, c'est pas naturel. Puis nos vies font que c'est moins facile aussi, en fait. Ouais, tout à fait. Donc ça fait un petit peu moins d'1 an que vous êtes rentrés. Oui. Qu'est-ce que vous retirez de ces moments passés en famille? Est-ce que ça fait partie des moments les plus forts du voyage, enfin les souvenirs les plus prégnants dont vous reparlez? Ou est-ce que de toute façon le reste du voyage était aussi tellement extraordinaire que ça vient juste s'ajouter? Non, c'est vraiment des moments, c'est ce qu'on dit tout le temps, en fait les meilleurs moments que l'on ait passés. C'est pas des paysages ou des activités incroyables qu'on ait faites, c'est vraiment ces moments-là où on s'est senti vraiment chez nous, mais à l'autre bout du monde, quoi. Dans des familles qu'on connaissait pas quelques jours avant et c'est des moments, je crois que c'est les moments les plus marquants parce que ce sont les moments les plus touchants aussi de notre voyage et c'est le moment où on a aussi appris le plus en fait, scène de vie où on se dit en fait ils ont pas grand-chose mais ils ont tout. On ferait bien d'en prendre un peu de la graine parce que nous on se plaint pour un oui, pour un non. C'est vraiment les moments les plus forts qui nous ont fait aussi grandir et c'est aussi ceux-là qu'on garde en souvenir. Hein, les petits flashs comme ça de scènes de vie où alors on a vu des paysages incroyables, on a fait des activités incroyables, mais c'est pas les moments qui nous restent en mémoire. C'est pas les moments les plus forts de notre voyage. Et est-ce que tu penses que tes enfants ils ont compris, je sais pas exactement ça que je veux dire, mais tu vois, est-ce qu'ils ont vraiment intégré ça que on peut accueillir, être généreux en n'ayant rien, tous ces moments que vous avez partagés Ouais, je pense parce qu'il y a quand même des petites choses qui ressortent de temps en temps. Je rentends il y a pas si longtemps que ça mon fils dire mais moi j'aurais bien voulu une glace, moi c'était en Italie et puis on avait dit non, je sais plus pour quelle raison et puis sa sœur lui répond oui ça va hein, t'es déjà en voyage en Inde ils ont pas des glaces comme ils veulent d'ailleurs ils ont même pas toujours des vêtements et pas de jouets donc en gros te plains pas quoi. Et on se dit quand même il y a eu un petit peu de chemin de fait et il y a des choses qui sont intégrées et c'est ça aussi qu'on voyage et c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce tour du monde, pas pour rencontrer d'autres Français au bout du monde, pas pour passer notre temps dans des hôtels tout confort. C'était pas notre idée qu'on se faisait de ce voyage. Est-ce que du coup vous envisagez de revoyager de cette manière-là en essayant d'aller chez l'habitant sur des périodes plus courtes? On disait au début que vous l'aviez jamais fait avant parce que ça se mettait pas, ça n'avait pas été dans les idées avant, mais maintenant que vous l'avez déjà fait. Oui, là, typiquement, cet été, on va repartir pour un voyage d'1 mois. Et quand on s'est posé la question de comment on voyage, est-ce qu'on reprend les sacs à dos? Bon, oui, on reprend les sacs à dos. Est-ce qu'on prévoit nos hôtels? Non, en fait, on va rien prévoir. On va prévoir nos 2 premières nuits et puis on va vivre au jour le jour comme on a fait pour notre grand voyage et parce que ça nous a apporté des moments tellement incroyables qu'on se dit que il faut pas qu'on se prévoit les hôtels, qu'on se dise on va aller là, on va se laisser porter et si on arrive à trouver des familles qui veulent bien nous accueillir, et on est sûr qu'on va passer de super moments. Ça donne envie en tout cas. Merci infiniment pour ton témoignage. Merci à toi Floriane. Et ce retour d'expérience et puis bon voyage cet été. Merci. Merci, à bientôt. À bientôt.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci Elsa pour ton témoignage et pour ton retour d'expérience, parce que je pense nous sommes nombreux à se demander un petit peu comment font ces gens pour aller vivre chez l'habitant et vivre des expériences très authentiques et assez incroyables, souvent très très fortes, d'échanges avec des inconnus. Donc voilà, vraiment merci pour tes réponses et puis pour ton partage. Chers auditeurs, si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute avec des cœurs, des étoiles. C'est possible sur Apple Podcast et sur Spotify. Un petit commentaire, un partage sur les réseaux sociaux, tout ça nous aide vraiment beaucoup. Nous avons besoin de vous pour faire connaître le podcast. Un immense merci et puis je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Allez, ciao!